Ce n'est pas le monde qui te provoque, c'est toi qui décides de perdre le contrôle. Peu de vérités font plus mal que celle-ci, mais l'accepter est le premier pas vers la liberté. Nous vivons entourés de personnes qui crient, de situations qui explosent les limites de la patience et de petites injustices qui semblent conçues pour toucher ton orgueil. Et là, juste à cet instant où quelque chose en toi veut éclater, c'est là que se mesure ton véritable pouvoir. La plupart se laissent entraîner par des impulsions, justifiant leur colère par des excuses extérieures. Mais la réalité est brutale. Personne ne peut t'obliger à réagir. La colère, cette vieille compagne, est un mécanisme qui s'active lorsque tu remets le contrôle à ce qui se passe en dehors de toi. Les stoïciens le savaient bien. La maîtrise de soi est plus difficile et précieuse que n'importe quelle victoire sur les autres. Contrôler ta réaction n'est pas une faiblesse, c'est une preuve de force froide et entraînée. Il ne s'agit pas de réprimer tes émotions jusqu'à te briser, mais de reconnaître que ton interprétation et ta réponse sont la seule chose qui t'appartient vraiment. Le monde aura toujours des raisons de te provoquer, mais tu n'as pas à payer le prix de te laisser emporter. La paix intérieure n'est pas un luxe, c'est une discipline quotidienne. Tu veux une vraie liberté ? Apprends à ne pas être esclave de ta propre réactivité, car celui qui ne maîtrise pas sa colère paie une dette intérieure chaque jour. 1. Choisis ta réaction, pas ton impulsion. La réalité est brutale. Personne ne t'oblige à exploser. Personne n'a la télécommande de ton esprit, même si tu veux te convaincre du contraire. On t'a vendu l'idée que réagir avec colère est automatique, que sauter à chaque provocation est inévitable, que c'est comme ça que tu es, ou c'est comme ça qu'on t'a fait. Mais c'est la solution facile, l'excuse de celui qui préfère vivre sans assumer le coût de ses propres décisions internes. Il ne s'agit pas de nier ce que tu ressens, ni de déguiser la colère avec de faux sourires. Il s'agit de regarder en face le fait inconfortable. Ton impulsion n'est qu'une suggestion, pas un ordre. Si tu réponds toujours de la même manière, si tu te justifies en disant que tu n'as pas pu l'éviter, ce que tu fais, c'est abdiquer ton pouvoir. Remise volontaire de ta souveraineté émotionnelle, signée chaque fois que tu choisis de réagir sans réfléchir. La différence entre un être humain ordinaire et un autre qui s'entraîne au stoïcisme est que le premier vit comme s'il était une marionnette de ses impulsions, et le second sait qu'il a une fracture interne qui ne se répare qu'en prenant des décisions difficiles. La colère apparaît, bien sûr, et elle exige une réponse rapide, presque automatique. Le muscle de la réaction est atrophié par des années de justification et de répétition. Mais si tu n'es pas capable de t'arrêter, ne serait-ce qu'un instant, et de te demander « est-ce vraiment ce que je veux choisir ?», alors tu vis en pilote automatique, entraîné par des mécanismes mentaux que tu ne reconnais même pas comme les tiens. Il n'y a pas de dignité à être esclave de tes émotions. La vraie liberté commence lorsque tu réalises que tu peux et que tu dois choisir ta réaction avec la même discipline que celle avec laquelle tu choisis tes actes les plus importants. Il y a une vérité que beaucoup préfèrent ignorer. Chaque fois que tu choisis de te laisser emporter par l'impulsion, tu ajoutes du poids à une dette interne. C'est un coût invisible, mais cumulatif. Plus de colère, plus de ressentiment, plus de sensation de perte de contrôle. Et ensuite, tu te demandes pourquoi la paix n'arrive jamais. Parce que tu ne l'entraînes pas. Parce que chaque jour, tu décides que le confort de l'impulsion est moins douloureux que l'exercice, inconfortable mais nécessaire, de t'arrêter et de décider. Il ne s'agit pas de te réprimer comme un robot, il s'agit d'assumer que ta réaction est un investissement émotionnel. Tu peux investir dans le désordre ou tu peux investir dans ta propre force. Personne ne le fera à ta place. Personne ne te sauvera du cycle d'explosion et de culpabilité, sauf toi-même, en choisissant différemment. Choisis de répondre, pas de réagir. Choisis le contrôle, pas l'excuse. Marc Aurèle, Épictète, Sénèque, aucun d'eux n'était un être de glace, insensible à la provocation. Ce qu'ils ont fait, c'est s'entraîner, encore et encore, à la distance entre le stimulus et la réponse.
Pas parce que c'était simple, mais parce qu'ils savaient que chaque réaction choisie leur redonnait du pouvoir sur eux-mêmes. Tu n'es pas moins humain en freinant ton impulsion. Tu es plus libre. La force ne réside pas dans le fait de crier plus fort, ni de prouver que personne ne te dépasse. La vraie force réside dans le fait de regarder ton propre impulsion et de décider que tu ne vas pas te vendre à bas prix, que ta réaction, c'est toi qui l'as choisie. La colère n'est pas inévitable, c'est une option. Et l'option de toujours céder aux premières impulsions est un signe de faiblesse déguisé en authenticité. Tu n'es pas tes émotions, tu es les décisions que tu prends face à elles. Personne ne te respectera davantage parce que tu exploses. Ils te respecteront quand ils verront que tu es capable de maintenir ton caractère, même quand tout te pousse à le perdre. La réaction immédiate est la sortie du faible. Choisis la pause, choisis la conscience, choisis la liberté. C'est la seule vraie victoire. 2. Observe avant de répondre. Tu reçois un message blessant dans le groupe de travail, un de ceux qui, en quelques secondes, semble te mettre hors de toi. Tu sens ton pouce accélérer, ta mâchoire se tendre, la réponse prête à être tirée immédiatement. Le doigt flotte sur le bouton d'envoi, et à cet instant, tout ton corps exige vengeance, exige que tu te fasses entendre, que tu ripostes. Mais si tu regardes au-delà du premier réflexe, tu trouveras quelque chose d'inconfortable. La véritable bataille ne se joue pas sur l'écran, ni dans les mots de l'autre, mais dans cet espace minuscule entre ce qui se passe et ce que tu choisis de faire ensuite. C'est là que se décide ta paix ou ta ruine. Observer avant de répondre est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Il ne s'agit pas de compter jusqu'à 10 pendant que la colère te déchire intérieurement, ni de réprimer la colère avec des phrases vides. C'est un exercice de brutale honnêteté, un acte de désarmement interne. Lorsque tu prends le temps de voir ta propre réaction en temps réel, tu commences à remarquer les rouages mentaux qui se mettent en marche. L'urgence d'avoir raison, le désir d'être validé, la vieille blessure de ne pas se sentir à la hauteur qui crie pour protection. C'est là que la plupart échouent, car regarder de front ces mécanismes demande plus de courage que n'importe quelle réponse en colère. Il ne suffit pas de ne pas réagir. Il s'agit de te poser sérieusement la question « Quelle partie de moi demande à sortir se battre ?» Quelle peur ou histoire personnelle s'active lorsque quelqu'un me confronte? Celui qui observe sans excuse se rend compte que souvent, la fureur n'est qu'un déguisement pour masquer une insécurité plus profonde. La pause consciente, ce bref instant de lucidité avant de répondre, est la première preuve de pouvoir réel sur soi-même. Il ne s'agit pas de froideur, ni d'indifférence, ni de devenir de pierre. Il s'agit de voir la réaction surgir, de sentir la tension, et pourtant de décider de ne pas agir guidé par l'impulsion. C'est une forme de respect de soi, de ne pas offrir ton énergie au premier provocateur qui apparaît. Dans ce petit intervalle, tu peux démonter l'histoire automatique que ton esprit fabrique. On m'attaque, on veut me rabaisser, si je me tais, je suis faible. L'esprit est expert dans la construction de récits qui justifient le désordre, mais l'observation consciente les met à jour. Tu n'es pas l'esclave de tes premières pensées, tu as le droit et la responsabilité de choisir quelle histoire tu vas nourrir. Le stoïcisme n'est pas de nier l'émotion, mais d'apprendre à l'utiliser comme information. Si quelque chose te met en colère, demande-toi quelle valeur est touchée, quelle attente n'est pas satisfaite, quelle partie de ton identité se sent menacée. Cette auto-exploration, inconfortable mais nécessaire, est le véritable travail intérieur. Ce n'est pas facile. Ce qui est facile, c'est de se laisser emporter par l'impulsion et ensuite de se justifier avec des excuses faciles. Mais ainsi, tu ne fais que renforcer la chaîne de réactivité. L'observation consciente est inconfortable car elle t'oblige à cesser de blâmer l'autre et à regarder ton propre reflet sans anesthésie. Personne n'a dit que ce serait simple, mais c'est là que se trouve la différence entre vivre comme un animal dressé à mordre et vivre comme un être humain qui exerce sa souveraineté émotionnelle. La clé réside dans l'espace que tu te donnes pour observer avant de répondre.
Cet espace est liberté. La réaction est esclavage, l'observation est pouvoir. Celui qui n'apprend pas à s'observer devient l'otage de ses automatismes. Mais celui qui s'arrête, même quelques secondes, commence à voir le mécanisme caché derrière chaque impulsion. Et quand tu vois le mécanisme, tu peux décider de continuer à l'alimenter ou de rompre le cycle. Tout ne mérite pas une réaction, tout n'est pas une menace. L'espace entre l'impulsion et l'action t'appartient. Le calme ne se hérite pas, il se construit. C'est le secret qu'on ne t'a jamais appris. La véritable force ne réside pas dans le fait d'avoir le dernier mot, mais dans le savoir quand il n'est pas nécessaire de dire quoi que ce soit. Observe avant de répondre. C'est là que commence la véritable liberté. 3. Ne donne pas de pouvoir à l'extérieur. Je confesse que j'ai passé la moitié de ma vie à donner du pouvoir à l'extérieur, comme si la valeur de ma journée dépendait des mots des autres, des regards ou des résultats que je ne maîtrise même pas. Je me suis surpris à mesurer ma paix en fonction de ce que les autres font, disent ou ne disent pas. Le problème, c'est que lorsque tu t'habitues à interpréter chaque événement comme une évaluation de ta personne, tu finis par hypothéquer ta stabilité à des facteurs qui échappent à ton contrôle. Si quelqu'un t'ignore, tu te sens moins. Si on te critique, ça te brûle à l'intérieur. Si quelque chose ne se passe pas comme tu l'espérais, ton moral vacille. Tu te retrouves piégé dans un circuit qui se répète. L'extérieur agit, tu encaisses le coup, tu réagis et tu justifies le désordre comme s'il n'y avait pas d'alternative. Mais il y en a. La première distorsion naît de la croyance que les autres détiennent la clé de tes émotions. C'est le mécanisme le plus insidieux, déléguer ton équilibre à des variables instables. Le monde ne tournera jamais selon tes attentes. Attendre que la vie se comporte bien pour te sentir bien est une erreur de calcul fondamentale. Si ta paix dépend du fait que personne ne te provoque, que tout le monde te reconnaisse, que les choses se passent toujours comme tu le souhaites, tu vas vivre en état d'alerte, toujours exposé, toujours en quête de validation. Le résultat est prévisible, une montagne russe émotionnelle où la moindre oscillation externe suffit à te secouer. Ce que tu laisses à l'extérieur devient un levier pour influencer tes états internes, et là, tu perds ta souveraineté. Le point critique suivant est la personnalisation. C'est le filtre mental qui transforme chaque geste ou mot d'autrui en une offense dirigée vers ton centre même. Ici, l'esprit joue sale, il interprète, déforme, amplifie. Il te fait porter des irritations qui ne t'appartiennent même pas. Nous avons tous l'habitude de supposer que les actions des autres sont des jugements sur nous. Mais la plupart du temps, ce que dit l'autre en dit plus sur son monde que sur le tien. Lorsque tu cèdes à la tentation de répondre immédiatement, de défendre ta position, d'entrer dans le jeu des autres, tu abandonnes en réalité ta position centrale. L'extérieur ne peut te blesser que si tu lui ouvres la porte. C'est l'une des phrases que tu devrais graver dans ta mémoire. Le plus pervers de ce mécanisme, c'est qu'il devient addictif. Plus tu réagis, plus tu renforces la croyance que l'extérieur compte trop. Sans t'en rendre compte, tu deviens l'otage de circonstances que tu ne pourras jamais contrôler. Le stoïcisme te demande de couper ce cycle. Pas avec indifférence, mais avec conscience. Ce n'est pas se fermer au monde, mais séparer ce qui t'affecte de ce qui se passe simplement. Le premier exercice est celui-ci. Chaque fois que tu ressens de la tension, demande-toi si ce qui se passe dépend vraiment de toi. Si la réponse est non, lâche prise. Si la réponse est oui, décide depuis ton centre et non depuis le reflet. Le pouvoir commence lorsque tu te reconnais comme le dernier responsable de ton état intérieur. Tu n'es pas la marionnette de ce qui t'entoure. Cette phrase résume tout le défi. La décision est inconfortable car elle implique de perdre les excuses. Tu ne pourras plus blâmer les autres pour ton malaise. Tu devras regarder le poids que tu portes et choisir si tu continues à le porter. Personne ne viendra te rendre le contrôle que tu as donné.
Le récupérer est un acte quotidien de vigilance et de courage. Chaque fois que tu décides de ne pas réagir à l'extérieur, chaque fois que tu choisis de ne pas personnaliser ce qui n'est pas à toi, tu renforces un muscle que personne ne peut entraîner à ta place. L'extérieur fera ce qu'il doit faire, le monde ne va pas s'arrêter pour ne pas te déranger. Mais si tu ne donnes pas de pouvoir, si tu ne te vends pas au meilleur enchérisseur émotionnel, tu découvres que le calme est possible même au milieu du bruit. La paix ne dépend pas de ce qui se passe dehors, mais de ce que tu choisis à l'intérieur. C'est la véritable indépendance émotionnelle. 4. Utilisez le silence comme une force. Il y a des moments où toute la pièce se remplit d'une électricité dense, comme si l'air lui-même était une membrane tendue sur le point de se déchirer par un mot de trop. On voit les regards échangés, les poings serrés sous la table, le geste crispé de celui qui retient quelque chose qui exige de sortir. Dans ce tableau figé, le silence n'est pas absence, c'est une force palpable, presque physique, qui s'installe entre les personnes comme un mur invisible. Tous attendent l'explosion, la réponse aiguë, la décharge qui rompra la tension et rétablira l'équilibre précaire. Mais cela n'arrive pas. Quelqu'un décide de ne pas entrer dans le jeu. Ce moment, lorsque vous choisissez de ne pas répondre, est un acte de pouvoir que peu reconnaissent et presque personne ne respecte jusqu'à ce qu'ils le voient en action. Car le silence, utilisé avec conscience, n'est pas vide. C'est une barricade, une déclaration d'autonomie émotionnelle. Le geste de rester silencieux alors que tout le corps exige une réaction est une rébellion contre la facilité, un muscle qui se tord dans la direction opposée à l'entraînement social. Le silence bien utilisé ne signifie pas soumission ni défaite, mais l'affirmation que tout ne mérite pas votre énergie, que vous n'êtes pas une machine programmée pour tirer des réponses au premier impact. Au lieu de vous fragmenter, vous profitez de cet instant pour regarder en face ce qui se passe en vous et chez l'autre. Vous voyez le tremblement dans la voix de l'autre, l'urgence dans ses gestes, le besoin de validation qui se cache parfois derrière les attaques les plus féroces. Vous laissez le silence travailler, rendre visible ce qui passe normalement inaperçu dans le brouhaha des justifications et des reproches. Le silence révèle plus que n'importe quel cri. C'est inconfortable, bien sûr. Il y a un inconfort physique à garder la bouche fermée quand vous sentez que le sang monte, que la réponse se forme d'elle-même dans la gorge. Le pouls s'accélère, la mâchoire se tend, les mains cherchent quelque chose à serrer. Mais là, dans cet inconfort, se trouve le véritable terrain d'entraînement. Choisir le silence, c'est vous donner le temps de lire le mécanisme mental qui s'active. La vieille habitude de vous défendre, de ne pas paraître faible, de prouver que vous avez raison. En ne cédant pas à l'impulsion, vous laissez la pression interne monter juste pour vérifier qu'elle ne vous détruit pas. Vous découvrez que vous pouvez habiter cet espace sans vous effondrer. Que le monde ne s'arrête pas parce que vous ne répondez pas immédiatement. Le silence est la pause qui protège votre dignité. Peu de choses déstabilisent autant celui qui cherche à vous provoquer que le fait de ne pas obtenir la réaction attendue. L'insulte qui ne rebondit pas, la critique qui n'enflamme pas, la provocation qui ne trouve qu'un regard calme et un silence dense. C'est une force construite à la sueur, un mur qui ne se dresse pas pour vous isoler, mais pour préserver votre paix au milieu de l'assaut quotidien. Le silence bien utilisé n'est pas indifférence, c'est présence consciente. Vous choisissez de ne pas gaspiller des mots sur ce qui n'apporte rien, de ne pas offrir votre attention à celui qui cherche seulement de quoi nourrir son propre malaise. C'est un filtre qui sépare l'essentiel du superflu, un outil pour ne garder que ce qui compte. Tout ne nécessite pas de réponse. Toutes les batailles ne méritent pas d'être livrées. Il y a une force incommensurable à savoir quand se mordre la langue, quand laisser l'air se calmer et que la tension elle-même s'effondre par manque de combustible. Le silence, loin d'être vide, est la stratégie de celui qui se connaît et se respecte. Ce n'est pas facile, ni confortable, ni populaire. Mais c'est souvent la seule façon de montrer que votre centre n'est pas à vendre. Utilisez le silence comme une force. Là réside le véritable pouvoir de celui qui n'a besoin de prouver rien. 5.
Dépersonnalise les offenses des autres. Tu n'es pas le centre de l'univers émotionnel des autres. C'est aussi simple que ça. Le poison que les autres déversent parle de leur propre déséquilibre, pas du tien. Mais si tu avales chaque commentaire comme une attaque dirigée, si tu mâches chaque critique comme si c'était un jugement définitif sur ta personne, alors tu deviens le prisonnier volontaire des misères des autres. C'est brutal, mais il faut le dire. La plupart des gens sont tellement piégés dans leur propre malaise, tellement consumés par leurs propres batailles internes, qu'ils ne pensent même pas vraiment à toi lorsqu'ils lancent leurs offenses. Tu le prends personnellement parce que cela t'arrange. C'est l'excuse parfaite pour réagir, pour libérer ta colère et justifier ta perte de contrôle. Mais c'est là le piège. L'ego veut être au centre de l'attention. Il veut être la victime principale de chaque offense, même si cela n'a rien à voir avec toi. Si tu ne dépersonnalises pas, tu traînes ta vie à ramasser des ordures émotionnelles qui ne t'appartiennent pas. L'entraînement stoïque est implacable avec cette auto-illusion. Il n'y a pas de place pour la compassion de soi bon marché, ni pour le victimisme déguisé en dignité. Chaque fois que tu permets à un mot d'un autre de s'installer dans ton esprit comme une vérité, tu valides le pouvoir de l'autre sur ton état intérieur. Ce n'est pas de la sensibilité, c'est de la faiblesse sans déguisement. Celui qui prend tout personnellement vit dans un état d'alerte chronique, toujours à la recherche de signes d'attaque, toujours prêt à bondir. Le résultat est évident, une vie minée par le ressentiment et l'épuisement, où la moindre friction devient un motif de perte de paix. C'est une condamnation auto-imposée, une chaîne que tu te mets toi-même autour du cou. Dépersonnaliser ne signifie pas que rien ne t'affecte, cela signifie que tu filtres avec rigueur. Le filtre est simple. Ce que l'autre dit a-t-il un fondement réel ou n'est-ce que le reflet de sa propre frustration ? 9 fois sur 10, la réponse est évidente, mais tu préfères l'ignorer parce que l'indignation te donne une identité momentanée, te fait sentir vivant même si c'est à base de poison. Assez d'excuses. Tu n'as pas l'obligation de porter les projections des autres, ni de t'intoxiquer avec les carences émotionnelles de quiconque. Chaque fois que tu choisis de ne pas mordre à l'hameçon, tu coupes la chaîne de l'automatisme. Ne ramasse pas les ordures que les autres jettent. Cette phrase devrait être tatouée dans la conscience de quiconque aspire à la paix. L'erreur la plus courante est de confondre le jugement des autres avec ta valeur réelle. Mais ce que l'autre dit de toi en dit beaucoup plus sur lui que sur toi. Celui qui attaque se révèle. Celui qui insulte se dénude. Si tu prends chaque mot comme une agression personnelle, tu finis par vivre en fonction des faiblesses des autres. Ce n'est pas du caractère, c'est une addiction au drame. Le véritable exercice consiste à séparer ce qui se passe en dehors de toi de ce que tu décides d'accepter à l'intérieur. Tout ce qu'on te lance ne mérite pas d'être ramassé. Apprendre à laisser passer, à ne pas s'accrocher, est un acte de force et d'intelligence émotionnelle. Ne deviens pas la poubelle émotionnelle de quiconque. Là se trouve l'indépendance que le stoïcisme exige, la capacité de distinguer entre ce que tu es et ce qu'on t'attribue. Ce n'est qu'ainsi que tu te libères de l'épuisement constant de vivre en réagissant aux blessures des autres. L'offense d'autrui ne définit pas qui tu es, ta réaction, oui. 6. Reconnaître ton véritable ennemi intérieur. La vérité est celle-ci, l'ennemi n'est pas à l'extérieur, il ne l'a jamais été. Ce qui te vole ta paix, ce qui sabote ta sérénité et te traîne encore et encore dans le même marécage émotionnel, vit en toi. Ce n'est pas l'insulte, ce n'est pas la trahison, ce n'est pas l'injustice extérieure. C'est la voix intransigeante qui exige d'avoir raison à tout prix, l'orgueil blessé qui ne supporte pas de se sentir vulnérable, l'histoire que tu répètes sans remettre en question sur la façon dont le monde devrait te traiter. Le plus grand adversaire n'est pas celui qui te provoque, mais la partie de toi qui a besoin de réagir, de se justifier, de se défendre jusqu'à l'épuisement. Là se trouve le véritable épuisement, dans la guerre intérieure que tu engages chaque fois que quelque chose ou quelqu'un ne correspond pas à tes attentes. Reconnaître cela est brutal, car cela te laisse sans excuse.
Le mécanisme est simple et dévastateur. Quelque chose se produit que tu n'aimes pas, et immédiatement ton esprit cherche des coupables à l'extérieur, comme si cela te permettait d'esquiver l'inconfort, de regarder tes propres automatismes. Mais la véritable source de ta souffrance est le scénario que tu te racontes, les croyances rigides que tu nourris depuis des années et qui dictent comment tu devrais te sentir face à chaque situation. La colère qui te consume, la frustration qui te ronge, ne sont que des symptômes d'une structure interne qui rejette tout ce qu'elle ne peut pas contrôler. Il n'y a pas d'ennemi externe plus dangereux que l'incapacité de te voir avec honnêteté, que l'habitude de te cacher derrière des excuses et de vieilles blessures. Si tu veux la paix, tu dois identifier la racine de ta réactivité. Il ne suffit pas de rationaliser, ni de répéter des phrases de développement personnel chaque fois que quelque chose te dérange. Tu dois avoir le courage de regarder ce qui te motive vraiment à l'intérieur. Est-ce la peur du rejet? Est-ce l'image fragile que tu as de toi-même qui ne supporte pas d'être remise en question? Est-ce l'habitude de mesurer ta valeur selon les gestes et les mots des autres? Chaque impulsion incontrôlée, chaque fois que tu exploses, est un signe qu'il y a encore une partie de toi qui n'a pas appris à être en paix avec elle-même. Ton pire ennemi est l'habitude de réagir sans réfléchir. C'est la sentence qu'il est difficile d'accepter. Le stoïcisme n'est pas une formule magique pour effacer les émotions, mais une discipline pour démonter les mécanismes qui t'esclavagent. Lorsque tu t'entraînes à reconnaître ton véritable ennemi intérieur, tu commences à voir que la plupart de tes batailles sont contre des projections, pas des réalités. Le ressentiment, la colère, l'urgence de te défendre sont des chaînes que tu as toi-même forgées, maillon par maillon. Personne ne te les a imposées. Le travail consiste à apprendre à lâcher chacun de ces boulets, un par un, même si cela fait mal, même si ton ego crie que tu as le droit d'être en colère. Ne te trompe pas. Tant que tu crois que le problème est à l'extérieur, tu vas répéter la même histoire avec des protagonistes différents. Les visages changent, les circonstances changent, mais la réaction est identique. Le schéma se maintient parce que le véritable conflit réside dans ta façon d'interpréter ce qui se passe, dans le besoin de contrôler et dans la difficulté d'accepter que tout ne tourne pas en ta faveur. Domine ton ennemi intérieur et tu domineras le monde. C'est la seule conquête qui en vaut la peine. Tout le reste n'est que bruit. Le défi est quotidien. Chaque situation inconfortable est une invitation à identifier quelle partie de toi veut s'accrocher au drame et laquelle est prête à lâcher prise. Il ne s'agit pas d'éliminer ce que tu ressens, mais de ne pas rester piégé dans les mêmes automatismes. Le véritable pouvoir est de reconnaître que tu as une bataille interne constante et que le seul chemin vers la liberté est d'assumer la responsabilité totale de tes réactions. Là, et seulement là, commence la véritable paix. 7. Pratique la pause face à la colère. Tu es dans le trafic, coincé entre des voitures qui n'avancent pas, l'horloge qui tourne sans pitié et la sensation que tu vas encore arriver en retard. Tu vois quelqu'un qui te coupe imprudemment, freine brusquement et ton cœur fait un bond. La mâchoire se crispe, les mains s'accrochent au volant et tu sens la pression dans ta poitrine, cette vague qui te pousse à réagir, à klaxonner, à crier, à décharger toute la rage contenue en cet instant. Ce n'est pas un moment extraordinaire, c'est le genre de situation qui se répète tous les jours, de petites provocations, des frictions minimes, mais suffisantes pour activer le même mécanisme mental. Ce qui semble être une réaction naturelle est en réalité le résultat d'années d'entraînement inconscient. L'esprit interprète l'obstacle comme une menace personnelle et le corps réagit comme s'il était en danger réel, même si au fond, il ne s'agit que d'un léger inconfort. C'est ici que tout se joue. L'art de la pause n'est pas un truc d'auto-assistance, c'est une intervention chirurgicale dans le flux automatique de tes émotions. Si tu décomposes le processus, la chaîne est claire. D'abord, l'alarme interne s'active, quelque chose te dérange, te frustre, te pousse hors de ta zone de contrôle. Ensuite, l'esprit cherche un objectif externe pour déposer la culpabilité. Le conducteur,
le collègue, le partenaire, n'importe quelle figure qui justifie la réaction. Immédiatement surgit l'urgence de faire quelque chose, de rendre le coup, ou au moins de manifester ton inconfort. Mais l'étape que l'on ne voit presque jamais est la plus importante, l'instant entre le stimulus et la réponse. Cet espace microscopique, qui passe souvent inaperçu, est en réalité le seul point où tu as une véritable agence. C'est le moment exact où tu peux freiner l'automatisme et, au lieu de réagir, décider. La pause est l'interrupteur qui coupe le cycle. Si tu ne reconnais pas ce point, la colère te manipule comme une marionnette. Mais si tu parviens à l'identifier et à le maintenir, même juste quelques secondes, tu changes toute la carte de tes réactions. Pratiquer la pause ne signifie pas se figer ni réprimer ce que tu ressens. C'est un exercice stratégique, reconnaître l'activation interne, observer l'urgence de répondre et juste là, introduire une coupure consciente. Il ne s'agit pas de nier l'inconfort, mais de l'examiner comme on arrête une machine pour comprendre pourquoi elle est sur le point de déborder. L'objectif n'est pas la perfection, c'est de gagner du temps. Assez de temps pour te demander quelle option tu as, quelles conséquences chaque réaction apporterait, et si tu veux vraiment payer le prix émotionnel de libérer ta colère. Cette analyse peut durer à peine quelques respirations, mais elle marque la différence entre agir depuis le contrôle ou depuis l'automatisme. Agir sans pause, c'est signer des chèques émotionnels sans fond. L'entraînement consiste à répéter ce processus encore et encore jusqu'à ce que la pause devienne un réflexe. Au début, c'est difficile, car l'impulsion est forte et tout ton corps semble demander une décharge immédiate. Mais chaque fois que tu parviens à maintenir la coupure, même brièvement, tu renforces un nouveau réseau interne, le muscle de la conscience. La colère cesse d'être une destination inévitable et devient une option parmi tant d'autres, une suggestion que tu peux accepter ou rejeter selon le contexte. Ainsi, le contrôle cesse d'être une théorie et devient une expérience tangible. La pause est le premier acte de véritable domination. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, tu peux toujours intervenir sur la façon dont tu réponds à l'intérieur. C'est le cœur de la liberté stoïque. 8. Faites de la calme une discipline quotidienne. Je confesse que pendant des années, la calme me semblait une sorte de luxe réservé uniquement à ceux qui n'étaient pas embourbés, à ceux qui n'avaient pas à se battre chaque jour pour se maintenir. Je me voyais dans le reflet de la fenêtre des transports en commun, mâchoire serrée, épaules haussées, les doigts jouant avec le téléphone, pendant que l'esprit repassait les griefs du travail, les déceptions familiales, les tâches qui semblaient ne jamais se terminer. Parfois, tout le corps se sentait comme une corde trop tendue, sur le point de se rompre pour un rien. Les gens autour de moi étaient pareils, respiration saccadée, regard fuyant, mains serrées sur des sacs à dos, chacun portant son propre inventaire de petites guerres quotidiennes. Personne ne le dit, mais cela se voit dans les gestes, dans la façon de marcher, dans la manière dont ils réagissent au moindre contact. La vraie calme n'est nulle part, et encore moins comme une habitude consciente. Mais ensuite, j'ai compris que cet état d'alerte constant n'était pas une coïncidence, mais le résultat d'une pratique silencieuse, d'une discipline inversée. Chaque jour, sans m'en rendre compte, j'entraînais mon esprit à réagir rapidement, à sauter au moindre stimulus. Le corps a appris à se tendre rien qu'en entendant le mauvais ton dans une voix, l'esprit à se préparer à l'offense avant qu'elle n'arrive. Le muscle de la réaction se renforçait tandis que celui de la calme s'atrophiait par pur désusage. Personne ne m'a appris à maintenir la sérénité, car personne autour de moi ne la considérait comme une discipline. On la prenait pour un accident, un cadeau, quelque chose qui apparaissait ou disparaissait selon le climat ou la chance. Ainsi, je vivais piégé dans ce cycle, stimulus, réaction, regret et encore stimulus. Ce que le stoïcisme met sur la table est inconfortable à accepter. La calme n'est pas un trait de personnalité ni un privilège des éclairés. C'est une compétence qui s'entraîne comme n'importe quelle autre. Ce n'est pas un état passif, ni le résultat d'ignorer le conflit, mais une décision active, renouvelée chaque jour et souvent chaque heure.
Cela se voit physiquement, la respiration qui s'allonge quand quelqu'un te confronte, le rythme avec lequel tu bouges les mains dans une discussion, la façon dont tu choisis de regarder celui qui te provoque. Pratiquer la calme, c'est remarquer la chaleur monter au cou et décider de ne pas laisser cela se transformer en explosion. C'est sentir le tremblement dans la voix et malgré tout, parler lentement, comme celui qui sait que chaque mot est un investissement, non une dette. Ce n'est pas confortable ni naturel au début. Il y a des moments où maintenir la calme est comme porter un poids mort, une résistance qui t'épuise, plus que n'importe quel cri ou claquement de porte. Mais là, dans cette fatigue initiale, commence le véritable entraînement. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, même si tout en toi exige le contraire, tu reprogrammes le mécanisme de ton caractère. La calme est discipline, pas coïncidence. Le corps apprend qu'il ne va pas s'effondrer simplement parce qu'il ne répond pas instantanément. L'esprit découvre qu'il a de l'espace pour filtrer, séparer, décider. Visualise la scène. Quelqu'un te défie en public. Les yeux des autres se fixent en attendant l'explosion. Mais tu soutiens le regard, respire, garde un ton bas. Le geste déroute, car il rompt le script attendu. Ce n'est pas de la soumission, c'est du contrôle. Chaque fois que tu le fais, même un peu, tu renforces le muscle interne. Les autres peuvent penser que tu es froid ou distant. Mais en réalité, tu construis une forteresse qui ne dépend ni de l'approbation ni du résultat immédiat. La calme entraînée est ton bouclier, la réaction, ta fuite. Plus tu répètes l'exercice, plus cela devient accessible. Il ne s'agit pas de perfection, mais de constance. La discipline de la calme n'est pas de se refuser à ressentir, mais de se refuser à être toujours entraîné par la même chose. Elle se construit à force, dans le micro, dans ces secondes où le corps demande la guerre, mais tu choisis de rester ferme. C'est dans ces détails que la liberté cesse d'être un idéal et devient une réalité palpable. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, il existe des gestes quotidiens qui semblent insignifiants, mais qui coûtent cher. Cédez votre opinion pour éviter un conflit, gardez le silence sur ce qui vous dérange par peur de gêner, vous laissez entraîner par l'urgence de vous intégrer ou, pire encore, mendier de l'attention de ceux qui ne vous respectent pas. Ce n'est pas une faiblesse occasionnelle, c'est une fracture dans le caractère qui, si vous la normalisez, vous enchaîne à une vie de dépendance et de ressentiment. Personne ne vous rendra la dignité que vous offrez, et il n'existe pas de récompense pour celui qui se sacrifie le plus pour être accepté. Il est inconfortable de l'admettre, mais souvent, le seul ennemi qui vous enlève le contrôle de votre vie, c'est vous-même, par peur de rester seul ou de vous sentir invisible. Le stoïcisme n'est pas une recette pour devenir froid, mais c'est un entraînement brutal pour couper à la racine la soumission, l'auto-tromperie et l'épuisement à chercher l'approbation. La tranquillité et le respect de soi ne se négocient pas, ils se défendent comme une limite inébranlable. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur, vous devez vous le rappeler chaque jour et agir en conséquence. La vie n'attend pas ceux qui suppliquent, elle attend de la fermeté, de la clarté et la capacité de partir quand c'est nécessaire. Si vous voulez cesser d'être manipulé ou utilisé, commencez par ne pas vous trahir vous-même. Ce que vous tolérez aujourd'hui est le prix que vous paierez demain. Il est temps de reprendre le contrôle. Pas un pas en arrière en dignité, pas une goutte d'énergie pour ceux qui ne vous valorisent pas. 1. Préserve ta dignité face à tout. Si tu remets ta dignité entre les mains des autres, tu perds tout. C'est aussi simple que cela. Peu importe combien de justifications tu inventes, ni à quel point tes arguments internes sont convaincants pour excuser chaque fois que tu te humilies pour obtenir de l'attention, pour des miettes de respect ou pour ne pas être seul. Chaque fois que tu choisis de te taire face à un manque de respect, chaque fois que tu t'adaptes au confort des autres, au détriment de ta propre vérité, tu te vends à bas prix. Ce ne sont pas les autres qui te rabaissent, c'est toi qui baisses ton prix. La dignité n'est pas un prix que te donnent ceux qui t'acceptent. C'est la base sur laquelle tout ce que tu es se construit. La perdre, c'est permettre à n'importe quel vent extérieur de contrôler ta direction, te livrant à la dérive de la validation et de la manipulation.
Tu dois cesser de te faire petit pour t'adapter à des moules étrangers. Il y a ceux qui chercheront toujours à profiter du faible, de celui qui doute, de celui qui est prêt à négocier sa paix pour de la compagnie, ou son respect pour de l'acceptation. Si tu te reconnais dans cette attitude, ne te trompe pas. Ce qui te manque, ce ne sont pas des opportunités. Ce qui te manque, c'est une limite. Être aimable n'est pas la même chose qu'être soumis. Et tolérer l'intolérable n'est pas de la maturité, c'est de la faiblesse déguisée en vertu. Chaque fois que tu refuses de mettre un terme, chaque fois que tu te justifies en pensant que ça vaut la peine de supporter, tu hypothèques ta valeur. La dignité est le filtre qui sépare ce que tu mérites de ce que tu acceptes seulement par peur. Si tu ne mets pas de limite, ta vie se remplit d'envahisseurs. Personne ne défendra tes frontières si tu ne le fais pas d'abord. Tu ne peux pas continuer à attendre que les autres changent ou te valorisent si tu ne te respectes pas toi-même. La dépendance à l'approbation des autres est une chaîne invisible. Elle t'attache à la médiocrité et à l'auto-illusion. Combien de temps vas-tu encore investir à convaincre ceux qui ne veulent pas voir ta valeur? Le respect de soi ne se négocie pas. Il s'exige par des actions. Si tu dois mendier de l'attention, tu as déjà perdu. Si tu dois forcer l'admiration, tu es déjà vidé de l'intérieur. Arrête de mendier ce que tu peux te donner toi-même. Ta dignité n'est pas une monnaie d'échange pour acheter des likes, de la compagnie ou des compliments bon marché. Se maîtriser soi-même est la seule garantie contre la manipulation. Si tu réagis impulsivement à chaque provocation, tu deviens prévisible, manipulable, insignifiant. L'autocontrôle n'est ni froideur ni résignation, c'est la discipline de prioriser l'essentiel. Ne sacrifie pas ton intégrité pour une gratification immédiate. Chaque fois que tu le fais, tu deviens esclave de tes impulsions et du désir d'acceptation. L'indépendance réelle n'est pas de l'arrogance, c'est de la force. Supporter la solitude avec dignité sera toujours préférable à t'entourer de relations toxiques ou vides au nom d'un faux sentiment d'appartenance. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur à qui que ce soit. Celui qui vit en essayant de se valider auprès des autres s'épuise, se fragmente, devient un acteur de sa propre existence. La vraie valeur s'affirme dans le silence, dans la cohérence, dans la constance. Ta dignité est ton bouclier, pas ton déguisement. Si tu comprends cela, il y a une phrase que tu ne dois jamais oublier. Ne mets jamais ta dignité entre les mains des autres. Et une autre, l'autocontrôle est la meilleure défense contre la manipulation. La dignité n'est pas négociable. Si tu ne la protèges pas, personne d'autre ne le fera. 2. Ne remets pas ta valeur en jeu pour obtenir de l'approbation. Tu es assis devant ton téléphone, tu vois que la conversation s'essouffle et le dernier message est resté sans réponse. Tu ressens le besoin d'écrire quelque chose de plus, d'ajouter un emoji, de chercher une excuse pour réapparaître. Ce n'est pas seulement de l'anxiété, c'est cette pression sourde qui t'oblige à rester présent, même si de l'autre côté, tu ne reçois que de l'indifférence ou des réponses courtes. L'impulsion de continuer à investir, de chercher la réaction, se déguise en intérêt sincère, mais au fond, c'est la peur de disparaître du radar de quelqu'un d'autre. C'est là que tu commences à négocier avec toi-même. Tu te convaincs que la persistance est une vertu, que céder un peu plus n'a pas d'importance, qu'il vaut mieux sacrifier de petites parties de ta fierté plutôt que de ressentir le vide du désaccord. Mais la vérité est plus crue. Chaque fois que tu cèdes sur l'essentiel, tu ne deviens pas seulement plus invisible aux yeux de l'autre, tu deviens aussi plus opaque à toi-même. Le mécanisme est presque automatique. Tu as appris, peut-être depuis l'enfance, que l'acceptation avait ses récompenses et que le rejet faisait mal, comme une plaie ouverte. Ainsi, tu as développé une sorte de radar pour capter les signaux d'approbation. Et quand tu ne les reçois pas, ton esprit se précipite pour combler ce vide à tout prix. Tu t'adaptes, tu t'édites, tu baisses le ton de ta voix, tu doutes de tes propres opinions, tout cela pour t'intégrer dans une narration qui n'est même pas la tienne. Tu appelles cela de l'empathie,
Tu le déguises en flexibilité, mais au fond, tu sens comment le poids de ta valeur se réduit chaque fois que tu privilégies l'intégration à l'authenticité. C'est une dette émotionnelle qui ne se solde jamais, car la validation des autres est un paiement qui arrive toujours en retard et qui n'est jamais suffisant. Tu te rends compte qu'il y a des jours où tu te lèves déjà en te demandant ce que les autres attendent de toi. Tes amis, ton partenaire, ton patron, même des inconnus sur les réseaux sociaux. Tu t'entraînes à lire les gestes, à deviner les intentions, à te modeler selon ce que tu crois être bien reçu. L'esprit devient un filtre qui déforme la réalité. Tu ne vois pas les choses telles qu'elles sont, mais telles que tu crois qu'elles devraient être pour plaire, pour appartenir, pour ne pas être mis de côté. Et ainsi, peu à peu, tu cesses de t'écouter. Le conflit interne apparaît lorsque ton instinct te crie que tu ne devrais pas accepter certaines attitudes, mais ta peur de perdre l'approbation t'oblige à sourire, à te taire, à continuer d'investir dans des relations ou des situations qui ne font qu'alimenter ton anxiété. Cet entraînement constant à chercher l'approbation des autres est une fracture dans le caractère. Il affaiblit la volonté, oxyde la confiance et te rend otage des attentes externes. Il ne s'agit pas de devenir insensible, ni de traverser la vie sans se soucier de rien ni de personne. Le problème est que, si tu remets ta valeur sur la balance des autres, tu finis par vivre dans une dette perpétuelle, toujours en attente d'une validation qui ne consolide jamais ton estime de soi. La clé est d'identifier le moment exact où tu commences à céder juste pour recevoir de l'approbation. C'est là que tu dois t'arrêter, non par fierté vide, mais par un profond respect pour ton essence. Tu n'es pas le résultat des gestes des autres. Ta valeur ne dépend pas de si l'on t'applaudit ou de si l'on t'ignore. La véritable sécurité est de faire ce qui est juste, même si personne ne regarde. Ne vends pas ta dignité pour une tape dans le dos. L'approbation que l'on mendie est toujours une défaite interne. Alors, tiens-toi ferme sur ce que tu es. Priorise la cohérence avant la sympathie, le respect de soi avant la gratification instantanée de te sentir accepté. Si tu dois déguiser ton essence pour appartenir, le prix est trop élevé. Personne ne peut te donner la valeur que tu te refuses. Ne change pas ton authenticité pour un applaudissement éphémère. La paix intérieure est plus précieuse que l'approbation fugace. 3. Le respect de soi ne se négocie jamais. J'admets qu'il y a des moments où j'ai ressenti la tentation de troquer mon respect de soi pour plus de confort, pour éviter un conflit ou simplement pour éviter l'inconfort d'être celui qui met un terme à la situation. Ce n'est pas facile à reconnaître, mais il y a un mécanisme interne qui s'active lorsque l'ambiance devient tendue. Ce moment inconfortable où tu te demandes si cela vaut la peine d'exprimer ce que tu penses, si ce serait mieux de laisser passer, si peut-être tu exagères et que tu devrais t'adapter. Ce n'est pas de la lâcheté ouverte, c'est une négociation silencieuse avec soi-même. Tu te dis que ce n'est pas grave, que pour une fois ça ne fait rien, que la relation ou la paix momentanée pèse plus que ta propre conviction. Mais là est l'erreur. Chaque fois que tu acceptes un manque de respect, même minime, tu t'entraînes à tolérer le suivant. Le respect de soi ne se négocie jamais, car dès que tu le fais, tu démontes le seul système de protection réel que tu as. Tu perds ton autorité interne et avec elle, la capacité d'être fidèle à ce que tu es. En décomposant le problème, un schéma se révèle. D'abord, tu sous-estimes l'impact de céder sur des petites choses. Tu crois que tu peux te remettre après, que c'est réversible. Mais ce qui se passe réellement, c'est que ton esprit apprend que le sacrifice du respect de soi est une option viable, et cette porte ne se ferme jamais complètement. La prochaine étape est la rationalisation. Tu justifies ton silence, tu minimises le dommage, tu te répètes que c'est par diplomatie ou maturité. Cependant, ce qui semble être de la flexibilité est, au fond, un recul. C'est permettre aux autres de définir la valeur de ta présence et de ta voix. Le respect de soi est une décision, pas une conséquence. Personne ne va te le donner ou te le rendre après te l'avoir pris. Si tu le remets en question une fois, le précédent affaiblit toutes tes limites futures.
La conséquence la plus dangereuse n'est pas la réaction des autres, mais l'usure interne qui s'accumule. Tu perds la clarté pour distinguer quand tu cèdes par stratégie et quand tu cèdes par peur. Le respect de soi est la base à partir de laquelle tu décides qui tu laisses entrer, jusqu'où tu permets qu'on t'influence et à quel moment tu dois te retirer. Il ne s'agit pas de rigidité ni de fierté vide. Il s'agit d'établir un standard qui ne bouge pas au gré des circonstances ou des émotions des autres. La dignité ne se négocie ni en privé ni en public. Si tu le fais une fois, il te sera plus facile de le justifier la prochaine fois, et ainsi, sans t'en rendre compte, l'exception devient une habitude. Celui qui apprend à défendre son respect de soi développe une sorte d'immunité psychologique face à la manipulation et au chantage émotionnel. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. C'est toi qui décides du prix de ton temps, de ta parole, de ta présence. Le respect des autres n'arrive que lorsque tu l'exerces d'abord avec toi-même. Si tu échoues dans cette discipline, tu deviens un terrain fertile pour l'abus et la manipulation subtile. Il n'y a pas de raccourci. Le respect de soi est un investissement quotidien. Ne troque pas ta valeur pour une tranquillité momentanée. C'est la ligne qui sépare celui qui vit selon ses principes de celui qui s'adapte par peur. L'essentiel est d'identifier le point exact où surgit la tentation de céder. Si tu reconnais ce moment et que tu résistes, tu renforces ton caractère et ton indépendance. C'est la base de toute relation saine, de tout projet qui a un avenir. La certitude qu'il y a un noyau en toi qui n'est pas à vendre, qui ne s'ajuste ni à la pression ni au désir de plaire. Le respect de soi est la frontière ultime. Si tu la franchis, tu te perds. Si tu la défends, tout le reste s'organise. 4. Poser des limites sans peur ni culpabilité. Une limite est comme tracer une ligne sur une carte personnelle, mais pas avec de l'encre ni avec des mots grandiloquents, mais avec des gestes subtils et des décisions concrètes. Il y a ceux qui franchissent cette ligne sans regarder en arrière. Ils interrompent, envahissent, exigent, et c'est là que la plupart se rétractent, baissent les yeux ou forcent un sourire gêné pour ne pas rompre l'ambiance. Le corps le révèle avant la bouche. La mâchoire se tend, les épaules se haussent, les doigts tambourinent sur la table cherchant une excuse pour s'échapper du moment. Mais la leçon est simple et brutale. Celui qui ne maintient pas sa limite avec fermeté finit par être un territoire de passage pour toute volonté étrangère. Cela se remarque lors des réunions où votre opinion est ignorée, dans la famille qui décide pour vous sans vous consulter, dans le couple qui répète le même reproche en sachant qu'il n'y aura pas de conséquences. Vous vous entraînez, sans le vouloir, à être flexible dans l'essentiel et rigide dans ce qui n'importe pas. C'est une auto-illusion qui pèse comme un sac à dos rempli de pierres que vous avez choisi de porter. Mettre des limites sans peur ni culpabilité est une rébellion silencieuse contre cette vieille habitude de s'adapter jusqu'à se défigurer. La peur apparaît dans la gorge, déguisée en prudence. Mieux vaut ne pas créer de problème. Il vaut mieux garder la paix. Mais chaque fois que vous cédez, le message est clair. Votre paix intérieure est négociable. Les autres le lisent dans votre posture, dans votre ton doux, dans la façon dont vous justifiez l'injustifiable. Il n'est pas nécessaire de crier ni de faire des scènes. La limite est un acte, pas un discours. C'est le regard qui ne se baisse pas, le refus qui ne s'explique pas, le non qui ne se déguise pas en peut-être. Celui qui a appris à maintenir son espace sans hésiter transmet une sécurité qui n'a pas besoin d'ornement. C'est une énergie dense, presque palpable, qui laisse clair que tout n'est pas permis. Et cela dérange ceux qui ont l'habitude d'envahir, mais en même temps, cela les oblige à respecter. La culpabilité est l'autre obstacle, ce murmure interne qui vous accuse d'égoïsme, de distance, de ne pas savoir céder. Ce qui est curieux, c'est qu'elle n'apparaît que lorsque vous prenez soin de ce qui vous appartient, jamais lorsque vous vous sacrifiez excessivement. La culpabilité est le prix à payer d'avoir grandi en croyant que plaire est plus important qu'être honnête. Mais chaque fois que vous ignorez cette voie, chaque fois que vous priorisez votre cohérence au-dessus des applaudissements des autres, votre dignité se renforce.
Le respect de soi ne fleurit pas sur le terrain de l'auto-illusion. Il a besoin de clarté, a besoin de frontières, a besoin du courage de déranger quand c'est nécessaire. Celui qui ne met pas de limites perd sa forme. Cette phrase n'a pas besoin d'explication. C'est le résumé de ce qui se passe lorsque vous retardez votre besoin de respect en échange d'une paix fragile et temporaire. La pratique est concrète. Assis devant celui qui vous exige plus que ce que vous pouvez ou voulez donner, le corps réagit. Le pouls monte, la bouche se dessèche, l'esprit cherche une sortie diplomatique. C'est là que tout se joue. La vraie limite est celle que vous maintenez lorsque l'ambiance se tend, lorsque vous savez qu'il peut y avoir rejet ou incompréhension, mais que vous choisissez quand même de rester avec ce que vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'élever la voix ni de justifier votre décision. Il suffit de maintenir le geste ferme, la voix stable et la conviction que votre bien-être n'est pas négociable. Tout ce qui est demandé ne mérite pas de réponse. C'est l'autre ligne iconique. Parce qu'à la fin, chaque fois que vous choisissez votre dignité au-dessus de l'inquiétude ou de la culpabilité, vous devenez un peu plus maître de vous-même. Et cela, dans un monde qui récompense la complaisance, est une forme de liberté. 5. Maîtrise tes impulsions, décide calmement. Il n'y a pas de pire ennemi que ta propre impulsivité, c'est aussi simple que cela. Tu peux avoir 1000 principes gravés dans ta tête, tu peux répéter des phrases de motivation chaque matin, mais si chaque fois que tu ressens la pression d'une émotion tu sautes pour réagir sans rien filtrer, tout ton prétendu autocontrôle n'est qu'une façade. La plupart des gens ne réalisent même pas combien de pouvoir ils abandonnent aux premières impulsions. Tu réponds à ce message blessant parce que ton ego est en feu, tu cèdes à la provocation parce que tu ne supportes pas l'inconfort de rester silencieux, tu cherches la gratification rapide parce que ton esprit ne tolère pas le vide, ne serait-ce qu'une seconde. C'est ce mécanisme qui te rend esclave. Tu confonds ressentir avec décider. Tu n'es pas maître de ta vie si tes émotions te tirent comme une marionnette. Tu ne peux pas parler de dignité ni de respect de soi si tu te rends à chaque impulsion comme si tu n'avais pas d'alternative. L'autocontrôle n'est pas une option. C'est la base minimale de toute véritable liberté. Jusqu'à quand vas-tu justifier tes réactions en disant que c'est comme ça que tu es ou que tu ne peux pas l'éviter? C'est de la paresse mentale déguisée en authenticité. Personne ne naît avec de la maîtrise de soi. Cela s'entraîne. Chaque fois que tu choisis de répondre depuis le calme et non depuis l'emportement, tu renforces un muscle invisible qui est bien plus important que n'importe quelle force physique, celui de la volonté. Arrête de te mentir avec l'excuse que tu n'as pas pu l'éviter. Tu as pu, mais tu as décidé de ne pas le faire parce que c'est plus confortable d'exploser, de céder, de chercher un soulagement immédiat plutôt que de supporter le vide et de penser clairement. Celui qui ne maîtrise pas ses impulsions est un terrain facile pour tout manipulateur, pour tout provocateur, pour toute situation qui le sort de sa zone de confort. Peu importe combien de raisons tu crois avoir, si tu ne peux pas mettre de distance entre ce que tu ressens et ce que tu fais, tu ne contrôles rien. La différence entre une personne forte et une personne faible ne réside pas dans le nombre de fois où elle ressent de la colère, de la frustration ou de la peur, mais dans la capacité à ne pas laisser ses émotions dicter ses décisions. Le stoïcisme ne te demande pas de ne pas ressentir, mais de savoir attendre que l'émotion passe pour décider avec la tête, pas avec le ventre. Le temps que tu laisses entre l'impulsion et l'action est l'espace où se joue ta liberté. C'est là que l'on voit qui commande vraiment, toi ou tes émotions. Si chaque provocation te met hors de toi, si chaque rejet te pousse à supplier ou à réagir de manière désespérée, tu n'es rien d'autre qu'un spectateur de ton propre désastre. Le calme est pouvoir. Grave-toi cela. Celui qui décide avec la tête froide gagne toujours, même si de l'extérieur il semble avoir perdu. Ce qui est difficile, c'est d'accepter que décider calmement coûte. Cela nécessite de l'inconfort. Cela nécessite de se mordre la langue, d'avaler sa fierté, de respirer profondément et de laisser passer le tremblement initial.
Mais chaque fois que tu y parviens, le prix est un investissement qui se multiplie en respect de soi. Personne ne respecte celui qui explose ou supplie. On respecte celui qui sait attendre, celui qui résiste à l'impulsion et agit seulement quand il a vu le tableau complet. C'est le secret que personne ne te dit. La plupart des erreurs qui ruinent les relations, les réputations et les opportunités naissent d'une impulsion mal gérée, d'une réaction qui se déclenche trop tôt. Si tu dois choisir entre avoir raison et avoir de la dignité, choisis toujours la dignité. Parce que la dignité se construit avec de l'autocontrôle, pas avec des explosions émotionnelles ni des réponses désespérées. Si tu veux être libre, entraîne la pause. Mets-toi mal à l'aise dans le silence avant de répondre. Laisse l'émotion se refroidir avant de prendre une décision. C'est ce qui distingue celui qui commande dans sa vie de celui qui ne fait que réagir. La maîtrise de soi est le premier signe de grandeur. Il n'y a pas de raccourci. Si tu es esclave de tes impulsions, tu seras esclave de quiconque sait comment te provoquer. Décide calmement, même si cela te coûte. C'est là que commence le véritable respect de soi. 6. Ne persiste pas là où tu n'es pas valorisé. Ne persiste pas là où tu n'es pas valorisé. C'est l'une des vérités les plus inconfortables et nécessaires auxquelles tu peux faire face. Peu importe à quel point ton désir d'être vu, entendu ou accepté est fort, si tu dois forcer ta présence, justifier ta place ou convaincre quelqu'un de ton importance, tu as déjà perdu la bataille avant même de commencer. La reconnaissance authentique ne se mendie jamais. Elle se donne lorsque ta simple existence, ta seule manière d'être, génère du respect sans que tu aies à sacrifier une partie essentielle de toi-même. Mais le problème est plus profond. L'esprit, par peur du vide et de l'exclusion, invente des histoires pour supporter le rejet. Tu te répètes que peut-être qu'ils ne t'ont pas compris, que peut-être qu'ils ont besoin de temps, que si tu insistes un peu plus, les choses changeront. Cette narration ne sert qu'à divertir ton espoir et à anesthésier la douleur de ne pas être suffisant aux yeux des autres. Il y a un piège psychologique très subtil dans lequel nous tombons presque sans nous en rendre compte. Tu te convaincs que ta valeur dépend de la réaction des autres et tu commences à mesurer ton estime de soi en fonction de l'attention, de l'affection ou de l'approbation que tu reçois. Ce que tu ne vois pas, c'est que chaque fois que tu insistes dans un endroit où tu es ignoré ou méprisé, ton esprit devient accro à ce cycle d'attente et de frustration. C'est une dépendance déguisée en persévérance, une dette émotionnelle qui ne se termine jamais de se payer parce que le paiement ne dépend pas de toi. C'est ainsi que tu t'épuises, en investissant de l'énergie, du temps et de la dignité dans des relations, des emplois ou des espaces où ta présence ne sert qu'à remplir un vide fonctionnel, mais jamais émotionnel. Cette insistance te vide de l'intérieur et le pire, te convainc que tu ne vaux que ce que l'autre décide de reconnaître. La racine de ce besoin d'insister là où tu n'es pas valorisé est souvent enfouie dans de vieux apprentissages. La peur de l'abandon, la crainte de la solitude, la blessure de se sentir remplaçable ou invisible. Le mécanisme est simple. Ton esprit préfère le mauvais traitement ou l'indifférence au néant, car au moins là, il y a une réaction, un signe de vie, un quelque chose qui te maintient accroché. Mais ce quelque chose n'est ni respect ni affection sincère. C'est juste l'écho d'un manque intérieur que tu n'as pas appris à affronter. Alors tu insistes, tu t'adaptes, tu te minimises et, peu à peu, tu t'habitues à la faim émotionnelle. Plus tu luttes pour être remarqué dans un espace qui n'apprécie pas ce que tu es, plus tu t'éloignes de toi-même et plus il devient difficile de reconnaître ta propre valeur sans intermédiaire. Ne confonds pas la persévérance avec l'auto-tromperie. Insister là où il n'y a pas de réciprocité n'est pas une vertu, c'est un épuisement. Il y a une différence claire entre lutter pour une relation saine et s'accrocher à un espoir toxique. La dignité, c'est toujours quand il est temps de se retirer. Mais la peur de perdre t'oblige à rester un peu plus, à justifier l'injustifiable, à chercher des signes là où il n'y a que de l'indifférence.
Si tu dois forcer ton importance, payer le prix de ta présence ou négocier les miettes d'attention, tu hypothèques ton estime de soi. Ne persiste pas là où ton absence pèse moins que ta présence. Cette phrase est clé, car insister, c'est au fond ne pas accepter la réalité. Que tous les lieux, toutes les personnes, toutes les histoires ne méritent pas ton engagement. La véritable force réside dans le fait de savoir quand s'arrêter, de reconnaître que le respect de soi ne se prouve pas en forçant quiconque à te valoriser. Ta dignité se consolide dans le silence de ton retrait, dans la capacité de laisser de l'espace et de permettre que le vide soit plus éloquent que n'importe quel mot ou geste désespéré. Ce n'est qu'alors que tu peux voir clairement. L'absence, lorsqu'elle est digne, enseigne plus que 1000 tentatives de plaire. N'aie pas peur de cesser d'insister. Crains de rester là où tu t'éteins. Retire-toi avant de te perdre. C'est le signe de maîtrise de soi et de respect de soi qui distingue celui qui se valorise réellement. Si tu n'es pas le bienvenu, tu n'es pas non plus nécessaire. Fais-toi le plaisir de ne plus insister. 7. Marche seul quand c'est nécessaire. Un vendredi après-midi, les messages dans le groupe s'éteignent et le plan de sortir en groupe se dissipe sans explication. Tu marches seul dans la ville, ressentant le poids subtil de ne pas appartenir à un endroit, d'être la dernière option ou même celui qui ne sert à rien. Ce malaise t'accompagne alors que tu vois d'autres se rassembler, rire, appartenir, et une partie de toi commence à chercher des raisons de ne pas être là où tu aimerais être. Ce n'est pas que la solitude frappe fort comme un coup sec, c'est plutôt un goutte-à-goutte constant. Un rappel que marcher seul parfois est la seule route digne lorsque le prix de l'appartenance est de te rabaisser. L'esprit, entraîné à chercher des refuges, commence à négocier. Peut-être devrais-tu insister, céder sur tes limites, accepter des miettes, juste pour éviter ce vide ponctuel. Mais c'est ici que se révèle le véritable coût de ne pas savoir être seul. Tu commences à hypothéquer ton intégrité en échange d'une compagnie qui ne te respecte même pas. Si tu analyses le mécanisme, tu verras que la société a mis sur la solitude une étiquette d'échec, comme si être seul était toujours un signe de défaut personnel. Depuis petit, on nous entraîne à chercher la validation dans le groupe. Appartenir est l'objectif, et rester en dehors semble la pire des condamnations. C'est pourquoi, quand il te faut marcher sans compagnie, l'esprit l'interprète comme un rejet, non comme un choix. Le véritable problème surgit quand tu fais n'importe quoi pour éviter cet échec. Tu insistes là où on ne te veut pas. Tu acceptes des conditions injustes, tu tolères des mépris, tout cela pour ne pas affronter le silence qui vient avec l'indépendance. La liberté coûte de l'inconfort. Et la peur de cet inconfort est ce qui pousse des millions à nier leur propre valeur pour une place à n'importe quelle table, même s'ils ne sont pas désirés là. Rester là où on ne te respecte pas est plus de solitude que d'être seul. C'est la paradoxe que personne ne t'explique. La décision stratégique consiste à assumer que marcher seul, quand c'est nécessaire, n'est pas de la résignation, c'est une dignité active. Il ne s'agit pas de devenir un ermite émotionnel, ni de renoncer aux liens humains, mais de reconnaître qu'il y a des scénarios où la seule façon de conserver ton respect de soi est de ne pas partager le trajet. Le piège apparaît quand tu crois que ta valeur dépend du nombre d'invitations ou de l'approbation de l'environnement. Cette approche te rend esclave de la statistique sociale et t'empêche de voir que souvent, le prix de l'acceptation collective est de te diluer jusqu'à ne plus te reconnaître. Marcher seul, dans ces cas, est le filtre qui sépare ce que tu es de ce que les autres veulent que tu sois. Si tu apprends à tolérer cet inconfort, tu deviens maître de ton temps, de tes décisions et de ta paix mentale. L'analyse est simple mais brutale. Chaque fois que tu choisis la mauvaise compagnie par peur de la solitude, tu entraînes ton esprit à sacrifier des principes en échange d'une tranquillité superficielle. Mais chaque fois que tu choisis de marcher seul par conviction, tu renforces un muscle psychologique qui va bien au-delà de l'autosuffisance. C'est la capacité de te soutenir, même si personne ne regarde, de ne pas demander la permission d'exister.
Celui qui sait être seul devient invulnérable à la manipulation et au chantage émotionnel, car il ne dépend plus de la présence ni des applaudissements des autres. Marche seul avant de te perdre dans la foule. C'est la force qui sépare celui qui se respecte de celui qui cherche seulement à s'intégrer. Ce n'est pas de l'héroïsme, c'est une stratégie vitale. Si le prix de l'accompagnement est de te trahir, choisis ton propre chemin, même si c'est en silence. La dignité ne se négocie pas et ne se partage pas à n'importe quel prix. Marcher seul, quand c'est nécessaire, est la preuve finale que tu t'appartiens. 8. Ton autocontrôle est ta véritable force. Je confesse avoir ressenti, plus de fois que je ne voudrais l'admettre, ce tir interne impossible à dissimuler. Le pouls accéléré dans la gorge quand quelqu'un me défie, la mâchoire serrée lors d'une discussion, les mains agitées, cherchant quelque chose à quoi s'accrocher pour ne pas exploser. Le corps le trahit avant que l'esprit ne parvienne à rationaliser quoi que ce soit. Dans ces secondes précédant le lâcher d'une réponse cinglante ou d'une réaction impulsive, je me suis vu comme un spectateur mal à l'aise, observant le combat entre ma fierté blessée et le besoin de ne pas perdre le contrôle. Il y a un vertige particulier, à savoir que tu pourrais tout balayer en un instant, juste parce que tu ne supportes pas l'inconfort de rester silencieux, de mastiquer la frustration, de laisser l'autre croire qu'il a gagné, même si cela n'est qu'une construction mentale. La fierté brûle, mais la conscience pèse plus. Chaque réaction impulsive est céder un morceau de pouvoir et de respect de soi, même si la colère te vend l'idée que tu défends ton territoire. La scène se répète dans le quotidien. Tu es en réunion et tu remarques comment quelqu'un essaie de te provoquer avec une phrase subtile, à peine déguisée en blague. Le geste se durcit, le regard s'affûte, tout ton corps répond au défi avant que ta raison puisse intervenir. Ou peut-être est-ce à la maison lorsque tu reçois un message qui semble un manque de respect et tes doigts tremblent d'envie de répondre immédiatement, de prouver que personne ne te marche sur les pieds. Ton esprit se remplit d'arguments, de répliques imaginaires, de justifications. La tentation est presque physique, une décharge d'énergie qui demande à sortir immédiatement. Mais ce que tu ne vois pas, ce qui est difficile à accepter, c'est que c'est là que se mesure ta véritable force. Pas dans l'explosion, mais dans la pause. Pas dans la réaction, mais dans la capacité à te contenir, à laisser l'émotion se poser, à ne pas offrir le contrôle de ta vie à celui qui le mérite le moins. L'autocontrôle n'est pas l'absence d'émotion ni la froideur d'une statue. C'est la capacité de continuer à ressentir toute l'intensité, mais de décider quoi en faire. Il y a une différence énorme entre réprimer et gouverner. Celui qui réprime s'intoxique de l'intérieur, finit par exploser tôt ou tard. Celui qui gouverne reconnaît la tension, l'observe, la laisse passer comme un visiteur inconfortable, mais ne lui remet pas les clés de la maison. Cet entraînement ne se fait pas du jour au lendemain. C'est une discipline quotidienne, comme renforcer un muscle invisible, supporter le silence inconfortable, laisser la fierté se dégonfler, se mordre la langue jusqu'à ce que le jugement reprenne le siège du conducteur. La vraie force se mesure dans la pause, pas dans l'impulsion. C'est la ligne qui sépare celui qui commande dans sa vie de celui qui ne fait que réagir. Dans la pratique, l'autocontrôle se révèle dans des détails presque imperceptibles. La respiration qui s'allonge avant de répondre, le mouvement lent des mains pour ne pas frapper la table, la décision consciente de reporter une réponse jusqu'à ce que l'émotion perde de sa force. C'est inconfortable, oui. Parfois ça fait mal comme un sevrage. Mais chaque fois que tu y parviens, tu te redonnes de l'autorité. Tu te rappelles que tu n'es pas esclave de tes émotions, ni marionnette de ceux qui savent comment te provoquer. L'autocontrôle est le filtre définitif, celui qui te protège de tomber dans des manipulations, celui qui préserve ta dignité, même si tout en toi crie de se venger. Décider avec la tête froide est le véritable acte de pouvoir. Ce n'est pas de la résignation, c'est le respect de soi dans son état le plus pur. Entraîne-le chaque jour, car c'est là la différence entre une vie gérée de l'intérieur ou livrée aux caprices des autres.
Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable